En 1241, la Hongrie, dirigée par le roi Béla IV, a fait face à l'une des attaques les plus dévastatrices de l'époque médiévale. L'attaque a été orchestrée par le génie militaire mongol Subhotay, ainsi que par Batu, petit-fils de Gengis Khan et futur fondateur de la Horde d'Or. À ce stade, les Mongols étaient considérés comme des conquérants pratiquement inarrêtables, balayant les armées d'Est en Ouest sur le champ de bataille de Maï. Le roi Béla serait accompagné de fidèles alliés, les Croates menés par le duc Koloman, des chevaliers en templiers et l'archevêque guerrier Ugrin. Le plan de Subhotay était brillant, et le roi Béla semblait y succomber. Mais les Mongols allèrent-ils vraiment l'emporter ? Quels sont les vrais résultats de la bataille de Maï aujourd'hui ? Sur Real Crusades History, nous allons examiner la première invasion mongole dévastatrice de la Hongrie et l'épique bataille de Maï. La force d'invasion mongole. Sous la direction du général Subhotay et du petit-fils aîné de Gengis Khan, Batu, ils attaquèrent et incendièrent Moscou en 1238, puis la ville de Vladimir. Ici, ils ont tué toute la population. La famille du grand-duc s'est réfugiée dans la cathédrale, mais les Mongols l'ont incendiée au-dessus de leur tête. Un mois plus tard, le grand-duc les a affrontés lors d'une bataille sur la rivière Sita près de Yaroslavl, où il a été vaincu et tué. La terreur mongole s'étendit vers l'ouest. En 1239, le prince des Koumans demanda au roi Béla IV de Hongrie la permission de s'installer avec son peuple dans le royaume de Hongrie. Béla accepta, et les Koumans, à leur arrivée en Hongrie, se convertirent au christianisme latin. Les Mongols, visant les Koumans, y virent une provocation. Ils envoyèrent un message au roi Béla, l'informant qu'il était désormais leur ennemi et une cible à soumettre. En 1240, les Mongols prirent Kiev et la pillèrent entièrement. Même les tombes des saints furent profanées. Les Mongols étaient désormais à portée de frappe de la Hongrie. Ils préféraient faire campagne l'hiver quand rivières et marais étaient gelés. Les robustes cavaliers mongols fonctionnaient bien en hiver, tandis que leurs adversaires souffraient généralement du froid mordant. Le commandant mongol le plus important de cette période, le général Subhotay, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. C'est lui qui avait été le principal stratège militaire de Gengis Khan, maintenant Subhotay. Ayant fixé l'hiver 1241 pour l'invasion de la Hongrie, les Mongols envahirent la Pologne et, le 13 février, prirent Sandomierz. Ils divisèrent alors leur armée en plusieurs forces plus petites. Batu confia une partie de l'armée à son frère, Horda, et à Baïdar, fils du défunt Chagatai Khan. Le 9 avril, lors de la bataille de Legnica, Horda et Baïdar ont vaincu une armée polonaise et morave. Tandis que Baïdar et Horda attaquaient vers la Pologne, Batu et Subhotay progressaient en Hongrie. Les deux forces mongoles ont fait preuve d'une coordination remarquable. La rapidité des messagers mongols a permis à Batu et Subhotay de savoir quand Baïdar et Horda avaient vaincu leurs adversaires polonais. À peine un jour après la victoire mongole à Legnica, le flanc sud des Mongols fut sécurisé par un détachement qui ravagea Hermannstadt à environ 800 km de là et vainquit l'armée de Transylvanie. Batu et Subhotay harcelèrent déjà les forces du roi Béla à Pest. Ils se sont retirés, permettant au roi hongrois de les poursuivre. Puis, sur la lande de Maï, au sud-ouest de la rivière Chaillot, juste avant qu'elle ne rejoigne la rivière Tisa, Batu et Subhotay s'arrêtèrent et se préparèrent à engager les Hongrois dans la bataille. Pendant la retraite feinte des Mongols, Subhotay et Batu chevauchèrent en avant pour inspecter le champ de bataille qu'ils avaient choisi. Le 10 avril, l'armée mongole traversa la lande, franchit la rivière Chaillot en utilisant le pont de pierre et avança de 16 km plus loin dans les bois. En dissimulant leur position à partir d'ici, les collines et les vignobles de Tokay s'étendaient en devant eux, avec la rivière Tissa sur leur flanc. Ce soir-là, l'armée du roi Béla IV atteignit la lande de Mohi. Le roi envoya des éclaireurs hongrois à cheval pour inspecter les terres devant eux. Les éclaireurs traversèrent le pont, chevauchèrent vers la forêt, ne trouvèrent en rien,
puis revinrent à en garder le pont. Pendant que l'armée hongroise installait le camp sur la lande comme barrière défensive, Béla et ses hommes encerclèrent le camp avec des centaines de chariots attachés ensemble par des chaînes et des cordes. C'était une tactique éprouvée contre les armées nomades. Cependant, l'armée de Batu n'était pas une armée nomade traditionnelle, mais avait apporté avec elle des équipements de siège avancés. Au coucher du soleil, Batu mena son état-major sur une colline pour observer la position de l'armée hongroise. Essentiellement, l'ennemi était encerclé. À droite des Hongrois se trouvaient tant les marais de la rivière Tisa. Devant eux s'étendait la rivière Chio, et à leur gauche et à l'arrière se trouvaient donc des collines et des forêts. Batu supplia ses commandants de maintenir les Hongrois sur la lande à tout prix. Après la nuit, Subotai avança avec environ 30 000 cavaliers sur les collines, revenant vers la rivière Chaio inondée devant la lande. De là, il pourrait attaquer les Hongrois par derrière, pendant que Batu les engageait de front. Pour se préparer à cela, Subotai fit construire un pont en bois au sud par ses hommes. Étonnamment, les éclaireurs du roi Béla n'ont rien vu. Selon James Chambers, les éclaireurs de Béla s'étaient déjà révélés incompétents à plusieurs reprises. À l'aube, Batu a lancé l'assaut sur le pont de pierre. Les défenseurs hongrois ont tenu la rive ouest jusqu'à l'arrivée de renforts du camp. Il semblait que les rangs serrés des Hongrois pourraient tenir le pont face à la cavalerie de Batu, mais Batu avait prévu cela. Il fit avancer 7 catapultes et bombarda les Hongrois tenant le pont, selon un chroniqueur. Sous un vacarme assourdissant et des éclairs de feu, le bombardement de Batu commença à repousser les Hongrois. Les sources de l'époque mentionnent des catapultes lançant des boules de feu, et certains historiens pensent que les Mongols auraient utilisé de la poudre à canon lors de cette bataille. Dans ce cas, pas étonnant que les engins de Batu aient été si efficaces. Protégés par ce barrage, les cavaliers mongols traversèrent maintenant le pont de pierre. À ce moment, la cavalerie de Batu faisait face à toute l'armée hongroise. Le champ de bataille réduisait la maniabilité des Mongols, souvent leur meilleure arme. Lentement, les Mongols avancèrent vers le centre de la plaine, retenant la cavalerie hongroise avec des salves répétées de flèches. Pendant ce temps, le duc Koloman, les Templiers et l'archevêque Ugrin menèrent l'attaque contre les Mongols au cours de 2 heures de combat. Dans ces conditions de combat rapprochées, les Mongols subirent de lourdes pertes, leur rang étant dangereusement réduit. Hongrois, Croates et Templiers combattirent vaillamment et la bataille penchait alors en leur faveur. Désespérés, les Mongols s'étendirent en demi-cercle, semblant vouloir encercler l'ennemi. Les Hongrois étaient prêts à lancer une charge décisive contre la ligne mongole, mais alors les forces de Subotai arrivèrent de par l'arrière et formèrent un demi-cercle. La cavalerie de Subotai, désormais alliée à celle de Batu, avançait vers l'ennemi sous une pluie de flèches. Moment critique. D'autres guerriers auraient paniqué, mais les Hongrois expérimentés formèrent des colonnes. Avant que le cercle mongol ne se referme, ils se replièrent vers le camp fortifié, que les Mongols encerclèrent ensuite. Mais Batu était furieux de la situation. Le pont en bois de Subotai avait pris trop de temps à construire, causant de lourdes pertes à ses forces en retenant les Hongrois. Batu en a tenu Subotai pour responsable et s'est inquiété que ses soldats épuisés ne soient pas capables de prendre d'assaut le camp hongrois, ni même de résister à une nouvelle attaque hongroise. Batu informa Subotai qu'il voulait battre en retraite, mais Subotai n'était pas d'accord, se sentant confiant envers ses hommes. « Si les princes souhaitent battre en retraite, ils peuvent le faire, dit Subotai. Mais pour ma part, je suis résolu à ne pas revenir avant d'avoir atteint Pest et le Danube. » La bataille faisait rage. Il y avait une dangereuse désunion dans le camp hongrois. Beaucoup de barons hongrois méprisaient le roi Béla et l'auraient abandonné si leur camp n'était pas déjà encerclé. Après des heures de bombardement par les engins de siège mongols, le camp hongrois, entouré de ses chariots, était complètement détruit. Le moral des Hongrois s'effondrait. Les Mongols, voyant leur avantage, se sont regroupés pour charger. Cela a laissé des brèches dans l'encerclement, ce qui faisait en partie du plan de Subotai. Les brèches ont permis aux barons hongrois mécontents de fuir avec leurs cavaliers. Les rangs hongrois étaient désormais dangereusement réduits. Seul le duc Koloman, un contingent de chevaliers templiers sous le commandement de leur maître Rambald et des chevaliers menés par l'archevêque Ugrin, tinrent bon.
Formant un coin pour faire face à l'attaque mongole, les Mongols lancèrent alors des pluies répétées de flèches sur le coin hongrois, clairsemant ses rangs, puis suivirent cela d'une charge dévastatrice de cavalerie lourde menée par Shibon. Dans ces instants désespérés, les Templiers firent preuve d'un grand courage, refusant de se rendre et emportant de nombreuses vies mongoles avant d'être tous tués, jusqu'au dernier homme. L'archevêque Ugrin est également tombé en combattant. Le duc Koloman, grièvement blessé, s'est échappé de justesse avec quelques hommes pour rejoindre le roi Béla et les survivants. Pendant ce temps, ceux qui s'étaient échappés plus tôt sont tombés directement dans un piège mongol, attaqués par des archers à cheval alors qu'ils fuyaient. Bientôt, la lande fut jonchée de cadavres hongrois. La bataille avait été féroce et les Mongols avaient eux-mêmes subi de lourdes pertes, mais l'armée hongroise était détruite. Le roi Béla ne s'échappa qu'en changeant de cheval auprès de ses fidèles serviteurs dès que le sien fatiguait. Une fois qu'il avait échappé à ses poursuivants mongols, il traversa la Chaillot à la nage et passa la nuit caché dans les bois, protégé par un seul serviteur slave. Le duc Coleman traversa le Danube en bateau avec des fugitifs fuyant Pest et atteignit la Croatie où il succomba à ses blessures. Les Mongols pouvaient désormais ravager la Hongrie. Le jour de Noël 1241, les Mongols traversèrent le Danube gelé, capturèrent Buda et envahirent ensuite la Croatie, où ils prirent Zagreb. Pendant tout ce temps, ils poursuivaient toujours le roi fugitif Béla, quatre biens, qu'ils aient été repoussés de certains châteaux fortement défendus, les Mongols ravagèrent des territoires en Autriche jusqu'à Vienne. Mais durant l'hiver 1242, des nouvelles importantes semblent être venues de Mongolie. Ogoday, le grand Khan, troisième fils de Gengis Khan, était mort subitement. Selon la tradition mongole, un conseil doit maintenant être réuni avec tous les chefs mongols pour déterminer qui sera le prochain grand Khan. Batu voulait peut-être rentrer pour le conseil, mais les historiens divergent sur ce point. En effet, un important chroniqueur mongol, Rachid al-Din, a affirmé que Batu n'était pas au courant de la mort du grand Khan lorsqu'il a ordonné un retrait général. Au printemps 1242, les Mongols quittèrent la Hongrie, la Croatie et la Pologne. La bataille de Maï fut une victoire décisive pour les Mongols et une défaite dévastatrice pour la Hongrie. Cependant, cette victoire coûta cher à Subutai et Batu. Ils avaient en subi de lourdes pertes, les Hongrois et leurs alliés s'étant révélés de redoutables combattants. De plus, après leur entrée en Hongrie occidentale, les Mongols ont eu du mal à occuper les zones protégées par des châteaux de pierre. Ils évitèrent généralement les châteaux et se concentraient sur le pillage des environs. Les Mongols peinaient à contrôler les territoires montagneux protégés par des forteresses élevées. En effet, à la fin de la campagne, les Mongols étaient souvent enlisés dans des sièges coûteux et inefficaces, tandis que le butin et les provisions venaient à manquer. Bien après les victoires des Mongols, les habitants lançaient des attaques de guérilla contre les occupants. Subutai punissait ces attaques de guérilla avec une cruauté brutale. C'était un autre exemple de la ténacité hongroise, polonaise et croate. À Maï, les Mongols avaient rencontré une résistance sérieuse, avec de nombreux guerriers se battant jusqu'à la mort. Pour les Mongols, ce n'était pas une situation idéale. Ils préférèrent de loin rencontrer des populations soumises et prêtes à se rendre plutôt que des combattants acharnés prêts à se battre jusqu'au dernier homme. La mort du grand Khan a peut-être influencé la décision des Mongols de se retirer d'Europe. Mais leur choix d'abandonner la Hongrie, la Croatie et la Pologne s'explique aussi par la résistance acharnée et les lourdes pertes subies, dans ces régions ainsi que dans les châteaux qui parsemaient les terres conquises plus à l'ouest. La raison du retrait mongol reste inconnue et continue de faire l'objet de vifs débats. Cependant, les Mongols finiront par revenir pour une nouvelle attaque contre la Hongrie. Vous pouvez en apprendre davantage sur la deuxième invasion mongole de la Hongrie en cliquant sur la vidéo affichée à l'écran en ce moment, pour voir notre documentaire sur ce sujet. Découvrez-nous également sur Patreon en suivant le lien Patreon dans la description ci-dessous.